cette vidéo, je vous présente la technique de la carte axiale appliquée sur quelques cas. L'objectif est de montrer la capacité de l'outil à détecter les dysfonctionnements dans la structure urbaine et de mettre au jour des pathologies invisibles inhérentes le plus souvent aux décisions d'aménagement et à la forme urbaine. Les exemples que nous avons vus dans la vidéo précédente concernaient beaucoup plus des cas d'études élaborés au niveau de l'aspect Syntax Laboratory de l'UCL, de l'Université College de Londres. Ceux de la présente vidéo vont plus concerner quelques exemples internationaux. Nous allons voir deux aujourd'hui, puis nous enchaînerons dans les prochaines vidéos avec quelques exemples nationaux concernant l'Algérie. Voilà. Et nous commencerons par ce premier exemple parce qu'il a été cité par Bill Hillier dans son ouvrage de 1984, donc de The Social Logic of Space. Il s'agit du village socialiste d'Abadla, conçu et réalisé par Ricardo Bofill, donc le village socialiste d'Abadla qui se situe dans la wilaya de Béchar. Et donc Bill Hillier le cite comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en fin de compte. C'est un exemple d'urbanisme, enfin de conception rationaliste, géométrique, très lisible en 2D, c'est-à-dire très lisible en plan. C'est une conception très simple avec une grande placette au milieu, un centre commercial, etc. Et puis des bâtisses, des logements qui s'étalent tout autour. Voilà, donc nous avons pu visiter ce village qui aujourd'hui ne se trouve pas dans un état très brillant, avec beaucoup de dégradation. Il a subi beaucoup de dégradation, de transformation surtout. C'est dommage pour l'œuvre, pour l'architecte, pour le patrimoine qu'il représente. Mais ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est de le modéliser pour voir un peu si les hypothèses de Hillier sont vérifiées. Et nous avons effectué donc la modélisation d'abord en SketchUp pour montrer un peu le gabarit général du village. Donc des habitats qui sont donc organisés en quartiers, en unités comme ça, autour de placettes, lesquelles forment donc une sorte d'auréole autour d'une grande place centrale, la place du marché, plus la mosquée, etc. Donc cette conception très lisible, donc en plan en 2D, est pour beaucoup, pour Bill Hillier, surtout donc synonyme de monotonie, d'espaces qui se ressemblent, et doit accuser un manque de lisibilité, un manque d'orientation, un manque d'appropriation des espaces qui se ressemblent, etc. etc. Voyons ce que ça va donner en appliquant la technique de l'axialité, de la carte axiale. Et donc il faut d'abord commencer par redessiner donc ce plan et l'intégrer dans un logiciel. Pour le cas ici, c'est DepthMap qui a donné donc cet output. Et effectivement, cet output montre que la structure du village, c'est une structure unijambiste, c'est-à-dire elle est soit globale au niveau de ces traits rouges, de ces lignes axiales rouges très importantes au niveau des grands axes, soit locale au niveau des habitations. Mais on voit rarement les deux dimensions, la dimension globale et la dimension locale ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau des grands axes, ils sont très intégrés, très bien connectés, et puis au niveau de l'intérieur, on voit que les placettes au niveau des groupements intérieurs, ce sont des endroits donc très isolés, et par conséquent, il n'y a pas de continuité entre le local et le global, entre le privé et le public. Il n'y a pas cette continuité, cette mixité qu'on retrouve dans les établissements anciens. On peut dire grosso modo que les hypothèses de Bill Hillier sont largement vérifiées. Un autre exemple qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup d'écrits, c'est un peu les civiles nouvelles qu'on est en train de diriger un peu partout en Algérie. Bon, si les objectifs sont louables, si les intentions sont louables, afin de résoudre donc la crise du logement qui continue de sévir, malgré le fait que l'Algérie soit l'un des rares pays au monde à construire autant de logements sociaux, ça il faut le dire.
Mais la manière de les construire, ériger des villes nouvelles, n'est pas chose facile. Et celle de Ali Menjli, donc à Constantine, et représente l'un de ces exemples qu'il convient d'étudier. C'est une ville nouvelle donc, qui a commencé à être érigée à partir donc, du début des années 90 et aujourd'hui elle est là. C'est une ville qui n'est pas encore achevée mais qui présente donc de grands traits d'une agglomération assez importante. Et jusque-là, il y a beaucoup de thèses, de mémoires, d'études académiques, de publications qui ont travaillé sur Ali Menjli. La plupart de ces études versent dans des aspects géographiques, socio-économiques, sociaux, les pratiques sociales, les représentations, etc. Ce n'est pas notre propos dans cette étude. Ce qu'on veut, nous, c'est modéliser. C'est toujours notre souci, c'est de mettre en rapport les aspects formels, les aspects morphologiques avec les comportements et de voir s'il y a influence d'un aspect sur l'autre. Et donc cette ville qui se situe aux confins de la ville de Constantine, cette ville nouvelle qui se situe aux confins de la ville de Constantine, on peut voir à ce plan à peu près une projection donc de Google Earth qui montre donc la nouvelle ville de Ali Menjli avec ses différents quartiers, ses axes importants. Donc deux axes importants se croisent et l'aménagement donc qui fait un quartier qui constitue autant d'auréoles autour de ces deux axes et les quartiers sont constitués donc de ce qu'il est convenu d'appeler unité de voisinage. Voilà grosso modo la structure qu'on peut visualiser de manière très simple de la sorte. Donc deux grands axes qui se croisent un peu à la romaine et avec des auréoles formant des quartiers qui eux-mêmes sont subdivisés en différentes unités de voisinage comme le montre cette partie. Voilà donc des unités de voisinage, différentes unités de voisinage et on voit donc les deux grands axes qui se croisent. Voilà, donc c'est une structure, la structure conçue par l'Urbaco. Elle se compose d'un canevas orthogonal et d'une organisation en auréole concentrique. Le centre est pourvu, donc, ou censé l'être, donc d'équipements, et la périphérie, ce qu'on constate aujourd'hui, est exclusivement réservée à l'habitat. La disposition répond à un ordonnancement hiérarchique classique, en ville, quartier, unité de voisinage, îlot, etc. Et les voies sont également hiérarchisées en axe principal constitué par le grand boulevard, donc celui-là, et un axe secondaire perpendiculaire au premier, donc celui-là, et qui assure la liaison entre le nord et le sud. Ainsi, grosso modo, la structure de la ville nouvelle de Ali Menjli. Une voirie donc primaire et secondaire sert à relier les différentes zones. Et enfin, une voirie de dessert des unités de base constituée par les habitations et les équipements donc de proximité. Voilà. Là, on voit à gauche une perspective donc, qui date de quelques années donc, du boulevard principal et à droite donc l'image qu'on a vue précédemment. Entre une centralité polynucléaire et une centralité linéaire, les décideurs semblent avoir opté pour la deuxième solution. Donc celle-ci prend appui sur l'axe routier existant et reliant Ain el-Bey à Ain Smara et se présente sous la forme d'un boulevard monumental de 1500 mètres de long et de 80 mètres de large et autour duquel viennent se greffer les grands équipements et les immeubles tours. Et donc au début donc, de ce projet qui a commencé disons dans les années 80, l'urbanité avait été érigée en objectif et formulée dans le cahier des charges sous le vocable l'effet ville. Donc l'un des objectifs des concepteurs, c'était d'arriver à concevoir ou à générer cet effet ville
ne plus faire dans des zones, une énième zone. Zone, c'est l'acronyme donc de zone d'habitat urbain nouvelle. Donc la plupart des projets érigés post-indépendance, surtout en ce qui concerne l'habitat, donc après 75 surtout, sont constitués de zones d'habitat urbain nouvelle, etc. Et c'est un modèle qui a montré ses limites. Donc au niveau de Remenjli, l'objectif c'était d'éviter l'effet zone, mais d'aller plutôt vers l'effet ville. Ce qui montre clairement la prise de conscience des initiateurs du projet et la volonté manifeste de rompre avec l'urbanisme stérile des zones. Et nous avons essayé de modéliser donc, le plan qui a été mis à notre disposition et de voir si cet effet ville a été atteint sur l'ensemble du territoire de la ville nouvelle, et pas seulement en partie centrale, donc là où il y a le grand axe avec les équipements, etc., de vérifier si les différentes composantes de la ville sont reliées organiquement, du point de vue structurel, mais aussi fonctionnel, et de vérifier, enfin, si le choix d'une centralité dominante n'a pas créé des déséquilibres, reléguant au second plan des pans entiers de quartiers périphériques qui seraient restés en ségrégation, parce qu'il ne faut pas ramener des gens de bidonville pour les insérer dans une autre ségrégation spatiale. C'est-à-dire, déjà qu'ils étaient ségrégés au niveau des bidonvilles, ils vont se retrouver encore une fois dans un autre type de ségrégation socio-spatiale, un peu plus modernisée, un peu plus, disons, salubre, mais qui continue néanmoins à être ségrégée. Ce n'est pas ça, je pense, l'objectif. Et voilà, donc ça c'est quelques images. On voit aussi que l'un des soucis, c'est de retourner à la rue en quelque sorte. Il y a des esquisses comme ça, une volonté qui se profile en observant un peu, en regardant ces images, de retourner à la rue. Et ce retour à la rue se manifeste par une volonté de structurer, donc surtout les grandes voies, de les structurer par le bâti, de ne pas les laisser effilocher et vides. Si cette volonté est à saluer, le résultat reste très très discutable parce que structurer la rue et laisser l'arrière, donc tous les fonds d'îlots qui restent effilochés, qui restent vides, dans lesquels l'espace reste incertain, ça constitue un problème. Ensuite, la longueur parfois étonnante de ces îlots pose aussi problème et nous n'allons pas condamner ça, mais disons que ça va ouvrir un débat, ça mérite un débat. Le centre, pour notre part, nous postulons que ce centre demeure unijambiste, c'est-à-dire que ce boulevard qui favorise l'axialité, la dynamique, le déplacement par voiture, dans lequel la marchabilité, entre guillemets, n'est pas très très favorable malgré la présence d'espace, malgré sa largeur très très intéressante, il nous semble que, encore une fois, que là aussi on a privilégié une partie c'est-à-dire qu'on a privilégié beaucoup plus l'axialité, le dynamisme plutôt que la convexité, le statique. En parcourant, donc en arpentant ce boulevard, on s'aperçoit très vite qu'il ne comporte aucun point de fixation statique, convexe de type place, de type placette, de type forum, enfin si on reprend des vieux termes, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il favorise plutôt un urbanisme de voitures, que la circulation des véhicules est assez rapide, etc. La modélisation axiale montre en fait que les deux grands axes perpendiculaires, en plus de quelques autres axes, notamment au milieu, c'est-à-dire proche du centre, représentent globalement une structure assez intégrée, même si certaines parties demeurent ségrégées. Mais ce qui est important, c'est que des pans entiers de la ville restent en ségrégation, comme ces espaces à ce niveau. Cette portion, celle-là, c'est deux aussi, au niveau de ce quartier, donc reste relativement ségrégée. Comment elles se présentent au niveau de la carte axiale? Bien sûr, elles prennent des couleurs allant du bleu clair au bleu foncé avec des valeurs d'intégration assez basses.
Et donc, ce que nous dit la carte, bien sûr, qu'il reste à vérifier au niveau des enquêtes sur terrain, au niveau des pratiques sociales, etc. Mais la modélisation nous révèle d'ores et déjà qu'il y a un risque de ségrégation sociale au niveau de ces parties. Voilà. C'est confirmé encore lorsqu'on multiplie le nombre de lignes axiales, dans ce qu'on peut appeler la online depth analysis, dans DepthMap notamment. Donc on voit clairement qu'il y a une structure intégrée au centre, et puis il y a pas mal de structures qui apparaissent ségrégées ou qui présentent un potentiel de ségrégation si rien n'est fait pour les intégrer à la structure globale de la cité. Ce que vous voyez à ce niveau-là, les petites formes là entourées de contours blancs, ce sont des équipements. Nous avons essayé de mettre en valeur des équipements qui sont éparpillés un peu partout et nous avons été étonnés que les équipements, qu'il n'y a pas de stratégie, ou du moins il n'y a pas de stratégie qui apparaisse de manière claire quant à la distribution, quant à la localisation de ces équipements. Peut-être y a-t-il une volonté de les distribuer un peu partout pour sortir des zones de la ségrégation, de les mettre à proximité de certains équipements, surtout les équipements de première nécessité. Il y a certainement cette volonté, mais la manière de les distribuer, de les disposer, de les localiser nous semble poser un problème. En plus, il y a des équipements comme par exemple toute cette zone-là, c'est la zone prise par l'université Constantine II. Et à mon sens, c'est l'université, équipement très important, qui a donné donc ces critères de noblesse, ces titres de noblesse à cette ville, avec Constantine II, Constantine III, etc. Et c'était parmi les projets qui ont été proposés pour revitaliser, pour reprendre la construction donc de la ville nouvelle. C'est un point très intéressant et très important. Mais le problème avec ce genre d'équipement, c'est que ce sont des équipements anti-urbains. C'est-à-dire que les axes de visibilité, de perméabilité ne pénètrent pas. Ce sont des équipements clôturés, fermés, qui constituent des enceintes anti-urbaines, même s'il y a une activité très dense générée par les étudiants, etc. Mais au niveau donc morphologique, ça représente des bâtiments anti-urbains et un pont entier à ce niveau-là s'en va sans pour autant participer à la continuité. Par exemple, on voit bien une continuité potentielle visuelle entre cet axe et celui-là, mais cette continuité est coupée par le projet anti-urbain qui vient s'immiscer entre les deux. Et ce genre de problématique, ce genre d'aspect qui favorise ensuite la naissance d'une urbanité ou pas. C'est-à-dire qu'on a toute cette partie-là qui vient stopper net donc toute velléité de visibilité, de perméabilité entre cette partie de la ville et cette autre partie à ce niveau. Et je pense que c'est l'université qui contribue un peu à la ségrégation spatiale à ce niveau, au niveau de ce quartier. Attendons de voir s'il y a aussi en marge disons à l'instar de la ségrégation spatiale, il y a aussi une ségrégation sociale. Mais quand je vois que la majorité des équipements, enfin des habitations de type social sont localisées à ce niveau-là, il y a de quoi se poser des questions. Il y a aussi des aspects très importants, c'est que par exemple certains équipements de type centres commerciaux, etc. peuvent même si le quartier paraît en ségrégation, de par le mouvement qu'ils génèrent, de par l'attractivité qu'ils exercent, peuvent faire sortir donc le quartier ou le groupement ou l'unité de voisinage de son isolement, de sa ségrégation. Ça c'est vrai, ça a été constaté dans beaucoup d'études. Et peut-être que cette zone-là, avec donc le centre commercial à ce niveau-là, peut la faire sortir, parce qu'au niveau à ce niveau-là, on voit sur les images, on voit dans la vie réelle, lorsque nous avons fait une enquête de terrain, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de mouvements à ce niveau-là, et la fréquentation du marché favorise donc, exerce une certaine attractivité. Ça c'est vrai. Mais n'empêche que si le marché n'existait pas, ou s'il venait à être délocalisé, nous retomberions dans les affres de la ségrégation. Et même avec le marché, donc tous les axes à ce niveau-là ne sont pas intégrés, restent en ségrégation. Donc ça c'est des constats
que nous offre donc le modèle de la carte axiale, qui sont très puissants, qui détectent très facilement ce genre de mesures, si l'on peut dire, morphologiques. Bien sûr, ces mesures morphologiques ne sont pas une fin en soi, ne sont pas des résultats définitifs, mais ce sont des guides, ce sont des pistes très intéressantes qui doivent être validées par des enquêtes de terrain, qui doivent être validées par des observations in situ, par des enquêtes de type origine-destination, par la fréquentation des espaces, etc., pour qu'elles puissent être validées définitivement et nous offrir des résultats donc fiables, disons. Et globalement, ce que l'on peut retenir, c'est que au niveau de la centralité, l'accessibilité et l'intégration, c'est que la centralité locale dessinée par les urbanistes ne coïncide pas avec la centralité résultant de l'effet de l'intégration. Ça, c'est un constat. Il y a un effet aimant, effectivement, comme je le disais, certains marchés, par exemple, de par leur position, surtout les marchés, les gros centres commerciaux, etc., peuvent exercer ce rôle d'aimant. Donc, mais ce rôle d'aimant, aussi intéressant soit-il, ne peut pas donc couvrir tous les problèmes de la conception initiale, ces problèmes il y a. Et donc, ne peut pas couvrir le fait que les voies les plus intégrées s'arrêtent à la périphérie, formant une couronne constituée de barres d'habitat monotones et désertes. Les lieux potentiels de rencontre et de regroupement restent trop profonds pour former une continuité avec la ville. Ça, ce sont des constats que nous offre la carte axiale. À ce niveau-là, il y a aussi, au niveau de la carte axiale, on peut modéliser donc l'intégration à un niveau N, c'est-à-dire au niveau global de la ville, mais on peut aussi la modéliser au niveau R3, R5. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on peut faire une modélisation à un niveau topologique 3, c'est-à-dire à 3 changements de direction, voilà, ou à 5 changements de direction, c'est-à-dire si l'on prend une ligne par exemple, on va prendre cette ligne comme 0, 1, 2 et 3 changements de direction. On va modéliser donc toutes les lignes axiales en fonction de leur connexion aux 3 lignes donc, qui leur sont connectées ou qui leur sont adjacentes. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue résultat? Cela nous donne une idée sur l'éventuelle émergence de centralités secondaires. Enfin, si des centralités secondaires émergent, il se pourrait qu'elles couvrent le problème de la ségrégation perçue au niveau global. C'est ce que l'on peut voir à ce niveau-là, au centre. Mais la ségrégation demeure donc à la périphérie, elle demeure dans des pans entiers de ces quartiers touchés par la ségrégation spatiale. La carte axiale ainsi réalisée donc accentue le caractère déjà dégagé de la première analyse, un noyau d'intégration central, renforçant une forte centralité et une plus grande ségrégation périphérique, laissant des pans entiers de la ville livrés aux affres d'une ségrégation spatiale et fonctionnelle. Ainsi, on se rend compte facilement que toute la périphérie, donc l'ensemble des zones résidentielles, n'est pas traversée et reliée au centre par une structure constituée par un noyau d'intégration fort qui garantirait une irrigation continue de la périphérie, par le centre. C'est comme le corps humain ou n'importe quel être vivant, c'est-à-dire que l'ensemble des parties doivent être irriguées par des vaisseaux qui ramènent donc le sang oxygéné, etc. La ville, c'est un être vivant, c'est comme cela, c'est-à-dire des ponts qui ne sont pas irrigués par une structure, par des voies de circulation mécanique, piétonne, etc., et reliées au noyau central, peuvent souffrir donc de la ségrégation spatiale qui entraîne, dans bien souvent des cas, aussi une ségrégation sociale. Et si nous zoomons sur des quartiers, nous prenons par exemple deux quartiers, le quartier 5, celui que nous avons identifié comme étant en ségrégation, nous l'avons modélisé tout d'abord sous un logiciel de dessin avec un output DXF par exemple, pour la modélisation sous DepthMap. Et voilà ce que donne à peu près la modélisation sous DepthMap de ce quartier. Et l'intégration globale à ce niveau-là montre que les commerces, les services, donc tous les équipements en blanc et les circuits Python sont excentrés et loin des axes intégrés. C'est-à-dire que vous avez des axes intégrés, donc ceux qui ont le plus grand nombre de connexions, ceux qui favorisent l'urbanité, la convivialité, la rencontre, la circulation, etc., sont éloignés de là où sont positionnés les équipements.
Et ça, c'est un problème parce que les équipements, en fin de compte, doivent être positionnés, doivent être localisés par rapport aux voies les plus intégrées. Ça pose problème. Ensuite, au niveau du quartier 1, donc du quartier 1, nous n'avons pris que l'unité de voisinage numéro 1. Là aussi, on peut voir clairement que les commerces, les services et les circuits piétons ne coïncident pas, c'est-à-dire que voilà les équipements, par exemple, comment ils sont positionnés, et voilà la structure intégrée de l'UV1, comment elle est positionnée, c'est-à-dire que nous aurions préféré que, par exemple, ces équipements-là soient positionnés au niveau des axes les plus intégrés pour pouvoir favoriser leur utilisation et puis favoriser la mixité sociale et favoriser un certain nombre de phénomènes. Voilà globalement ce que l'on peut dire, c'est que la construction de l'espace reste une œuvre, disons, en jachère. Nous avons donné des exemples, nous pourrons dans des vidéos prochaines peut-être en donner d'autres. Et globalement, ce que l'on peut dire dans la conception de l'espace dans l'Algérie post-indépendante, sur ce que nous avons construit jusque-là, c'est qu'il y a toujours cette histoire de rupture entre l'architecture et urban design, entre conception urbaine et architecture, cette dimension entre l'architecture et la ville, l'architecture et l'urbanisme. Parfois on parle beaucoup de l'aménagement du territoire et on oublie la ville, on oublie cette échelle de quartier, cette échelle de groupement, etc. Je n'ai pas voulu traduire donc urban design par design urbain qui est un peu maladroit, etc. et qui prête à équivoque. Et donc cette rupture entre architecture et urban design trouve son expression la plus éloquente dans la prolifération d'espaces sans statut clair. C'est presque une constante. Et génère ce qu'on peut appeler, ce que j'ai moi-même appelé de boyaux urbains. C'est des boyaux. Les boyaux urbains sont souvent le résultat de la juxtaposition de bâtiments qui se tournent le dos. C'est-à-dire que vous voyez deux équipements clôturés, entre les deux clôtures, vous avez un boyau urbain. C'est un espace coupe-gorge, insécurisé, dans lequel on n'ose pas se promener le soir venu. Il n'y a pas d'accès qui donne, donc pas de contrôle social, il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien du tout. C'est un désert. C'est un boyau urbain. Les boyaux urbains sont souvent le résultat de la juxtaposition de bâtiments qui se tournent le dos, des bâtiments d'habitation alignés dos à dos, aussi même des bâtiments juxtaposés aux équipements clôturés. Ces espaces constituent des dédales hautement insécurisés et peu fréquentables. Si la volonté de fabriquer l'espace urbain était clairement affichée par les concepteurs, la réalité construite traduit une attitude ambiguë, voire indifférente vis-à-vis de cette préoccupation. On peut le voir au niveau de certains îlots. Si on fait un zoom, on constate que malgré la volonté affichée de structurer la rue, de faire dans la continuité, et qui est à saluer, on perçoit en quelque sorte une sorte de retour vers l'îlot, c'est-à-dire de l'îlot ouvert à l'îlot, disons, fermé. Pas fermé, il n'est pas fermé à ce niveau-là, il est semi-ouvert, je ne sais pas si on doit reprendre des expressions de portes en part, mais là, ça va un peu vers la fermeture, mais l'espace intérieur reste très effiloché, très incertain, c'est-à-dire que si on zoome sur cette portion, on voit que, par exemple, les voies n'aboutissent nulle part, il y a des problèmes. Bon, je sais que c'est une ville qui est toujours en chantier, c'est pas encore fini, mais je ne vois pas comment ça va aboutir parce que les voies ne se terminent pas, ne se connectent pas. Les beaux nombres d'espaces ici en jaune, c'est des espaces en jachère, des espaces qui n'ont pas de caractère défini, qui appartiennent à tout le monde, qui n'appartiennent à personne. Et là, ça pose problème. Mais cette histoire d'îlot n'est pas claire. Est-ce un îlot semi-ouvert? Est-ce vraiment l'îlot fermé? C'est pas fermé. Donc, on a des questionnements. Nombre de questions surgissent. Donc, les équipements sont toujours clôturés, donc formant des espaces, plutôt des équipements anti-urbains. Et ces schémas illustrent un peu cette façon de faire. Donc, il y a une volonté d'alignement, certes, mais la structure reste effilochée. On peut parler plus de route, à mon sens, que de rue.
Par exemple, l'alignement prononcé, il y a un alignement qui est prononcé, une monofonctionnalité, circulation parking plutôt que rue, circulation parking plutôt que rue. Il y a un alignement prononcé à ce niveau-là, par exemple, accessibilité animation d'un côté, et espace d'agrément rejeté à l'arrière, donc cet espace d'agrément rejeté à l'arrière, et auquel les bâtiments tournent le dos. Donc on voit, il y a pas mal, dans Ali Menjli, il y a beaucoup d'espaces verts, mais auxquels les bâtiments tournent le dos. Les transformant du coup en espace insécurisé, parce qu'un espace sur lequel n'ouvre pas les accès, sur lesquels il n'y a pas de contrôle social, deviennent facilement des espaces insécurisés, mal fréquentés, squattés, etc. Ça c'est très important. Donc l'espace vert existe bel et bien, mais c'est un espace auquel, dans bien souvent des cas, les bâtiments tournent le dos parce que les accès se trouvent en rouge, se trouvent de l'autre côté. L'alignement est prononcé, donc dans 4, par exemple, l'alignement est prononcé, juxtaposition de bâtiments, d'habitation collective ici, et puis vous avez donc un équipement qui se juxtapose, clôturé, qui va générer des boyaux, des espaces insécurisés, etc. Bon, pour une école, pour peut-être un lycée, pour un CEM, ça peut s'expliquer, bien qu'il existe d'autres solutions plus intéressantes, mais pour des petits équipements et qui peuvent être intégrés facilement au rez-de-chaussée de ces bâtiments, je crois que là, ça aurait mieux favorisé l'intégration, la mixité sociale, ou la mixité fonctionnelle et par conséquent la mixité sociale. Voilà globalement. Je reviens sur l'exemple 1. Donc il y a une volonté d'alignement effectivement, mais lorsque vous positionnez donc tous les accès de ce côté-là, par exemple pour ces bâtiments, et de l'autre côté pour ces bâtiments, la rue devient déserte. La rue devient déserte et perd son statut de rue pour ne rester qu'un chemin à parcourir, qu'une route. Voilà, donc je n'affirme pas des vérités, mais ce sont des remarques, ce sont des postulats, si l'on veut dire, qui doivent être vérifiés sur le terrain. Et je pense que ces éléments-là véhiculent un peu notre façon de faire la ville, notre impuissance à faire la ville. Nous ne mesurons pas ces aspects qui sont des aspects très importants. Je reviens maintenant à cette notion d'élo qui semble revenir un peu à la mode et regagner les faveurs des aménageurs, des architectes, des urbanistes, etc. Il faut dire que l'îlot est quelque chose de complexe. C'est-à-dire nous postulons que la plupart des pseudo-îlots qui sont construits actuellement ne sont pas des îlots. Un îlot qui en est un îlot qui est structuré, bien sûr, qui ne laisse pas d'espace effiloché, mais ce n'est pas si simple. L'îlot classique, dans l'îlot classique, on retrouve le bâtiment principal qui donne avec une façade sur la rue, sur l'espace public, mais à l'arrière, la façade arrière est différente. Elle constitue avec le bâtiment un espace privé, avec le bâtiment et une cour privative intérieure. Tout cela constitue un espace privé. Et donc tout cet espace privé est structuré par le bâtiment, etc. Ça peut évoluer, comme l'a bien démontré Paneret. Par exemple, on a toujours d'un côté la rue, le public, l'espace rue, le public, un bâtiment, et au lieu d'avoir une cour comme donc l'été ou l'îlot haussmannien, on peut avoir aussi un jardin, une allée privée, donc avec le bâtiment. De part et d'autre, le bâtiment plus un jardin ou une allée, tout cela a un caractère privé, puis au milieu on peut avoir un jardin ou une allée qui peut appartenir au public et qui peut constituer un passage. Ça aussi, ça peut être un îlot. Mais un îlot qui n'en est pas un est celui qu'on est en train de construire, nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté la rue, le public, des deux côtés, puis un bâtiment qui est privé, puis à l'intérieur, entre deux bâtiments, qui se font face, on a un espace
est-ce qu'il est public, est-ce qu'il est semi-public, et il appartient à qui? Il appartient à tout le monde, il n'appartient à personne. Est-ce un jardin? Est-ce une allée? On peut trouver des petits bouts de jardin, des allées, des espaces le plus souvent non aménagés. Donc ça ne peut pas être un îlot, même si il y a une volonté de faire dans la continuité des bâtiments, de structurer donc la voie publique pour en faire une rue, mais insuffisant. C'est un peu ça, ce débat que nous essayons de faire fructifier par des échanges. Nous n'affirmons pas, bien sûr, là encore des vérités, mais c'est un peu des idées que nous essayons de lancer, de faire fructifier par un débat. Voilà un peu cette ambiguïté qui caractérise la conception globalement même si on affirme cette volonté d'aller vers l'îlot, la conception, elle génère une ambiguïté, l'ambiguïté génère des appropriations différentes, etc., qui créent le malaise, qui créent des situations d'insécurité et ainsi de suite.